Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je suis ravi d'être parmi vous pour aborder ce sujet sur la sûreté des infrastructures et plus particulièrement sur la sûreté des approvisionnements. Alors moi, je vais vous donner le point de vue d'un homme assez pratique, d'un praticien. Je travaille dans le domaine de l'eau depuis une vingtaine d'années. Je suis l'ancien directeur de la sûreté de Suez Environnement. Donc j'avais en charge la sûreté de nos infrastructures en eau à l'international et en France. Ce qui peut, effectivement, dans le contexte terroriste actuel, vous rendre les choses un peu plus parlantes. Et depuis 5 ans, je dirige un cabinet d'ingénieurs conseils que j'ai créé sur la préparation des opérateurs de réseaux essentiels à la vie, à la gestion des crises majeures, dont la malveillance. Ce qui est très parlant sur cette zone du Moyen-Orient, qui est effectivement la zone la plus soumise à stress hydrique au monde, c'est que des guerres s'y déroulent et qu'aujourd'hui, on fait malheureusement la guerre contre l'eau. J'en veux pour preuve, malheureusement, cet acronyme qui a endeuillé notre pays, Daesh. Dès février 2014, les militants de Daesh ont ciblé en Irak le barrage de Falloujah, avec un but ultime qui était, comme disait le général de Gaulle, qui n'était pas encore général, puisqu'il était colonel quand il a écrit Le Fils de l'épée, il avait écrit « Qui tient le haut, tient le bas ». Bien évidemment, c'était à propos de l'aviation. On a vu ce que ça a donné en 1940. Bon, en matière d'hydrodiplomatie, c'est la même chose. Qui tient le haut, tient le bas. Et c'est exactement ce que les militants de Daesh ont fait en février 2014. Leur objectif était potentiellement de créer d'immenses inondations en aval, de couper l'eau en aval et de couper aussi l'électricité. Ce qui a motivé l'intervention américaine et les premiers bombardements en août 2014, c'est la prise par Daesh du barrage de Mossoul, sur le Tigre, un barrage éminemment dangereux compte tenu de son vieillissement, qui est le plus grand d'Irak, et qui menace potentiellement, d'où les combats autour de Mossoul, la ville de Mossoul, donc 1,7 million d'habitants, d'un tsunami urbain. Donc autant vous dire qu'effectivement, les guerres asymétriques que nous menons aujourd'hui prennent l'eau en otage. C'était déjà le cas lors de l'intervention qui a endeuillé le Liban en 2007. Cher Fadi, tu t'en souviens, puisque dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'assainissement, si on n'a pas d'électricité, on ne fait pas d'eau et pas d'assainissement. Donc effectivement, rupture de fuel ou alors des frappes ciblées sur des ouvrages électriques ont d'immenses conséquences sur l'alimentation en eau des populations. Alors, je ne vais pas vous parler de la situation de l'eau catastrophique dans un pays comme la Syrie ou comme la Libye, qui sont en prise effectivement au pire conflit depuis les printemps arabes. Je vais plutôt essayer d'être un peu optimiste et vous dire comment on peut essayer dans ce domaine d'avancer. La première réponse, c'est une réponse légale. Il faut absolument qu'on arrive à mieux protéger nos infrastructures en eau en cas de conflit et en cas de conflit asymétrique tel qu'on le vit en ce moment au Moyen-Orient. Ça, c'est le premier sujet, mais je laisse de brillants juristes répondre à ma place. Ensuite, c'est le durcissement des infrastructures. Le durcissement des infrastructures passe par beaucoup plus de sécurité des infrastructures, et on le voit dans le contexte, entre guillemets, terroriste actuel, en Europe occidentale, aux États-Unis. Il faut savoir qu'au lendemain du 11 septembre, la réponse américaine dans le domaine du durcissement des infrastructures en eau a été absolument exceptionnelle. J'en ai été le témoin et l'un des acteurs. Le durcissement passe aussi par l'anticipation de différents scénarios. Moi, je suis frappé de voir, je me rends régulièrement dans le Golfe pour mon travail, je suis frappé de voir que tous ces États du Golfe, qui sont parmi les premières puissances économiques de la planète, rappelons que le Qatar a le PIB par habitant le plus important au monde devant le Liechtenstein, eh bien le Qatar, le problème, c'est qu'il a 2 jours de réserve en eau. C'est-à-dire que le moindre problème sur l'une de ces 2 stations de dessalement, le Qatar n'a plus d'eau. Alors pour un pays qui veut effectivement rayonner, qui veut accueillir la Coupe du Monde de foot en 2022, c'est peu. Et on va voir que par la technologie, par la volonté, par l'investissement, ils peuvent s'en sortir. Et donc, anticiper les menaces, c'est anticiper, malheureusement, un accident industriel qui peut conduire à une marée noire ou un accident chimique en mer d'Arabie, qui, comme chacun le sait, est une mer fermée, mais aussi d'anticiper la malveillance et un acte non conventionnel qui peut venir de gens bien intentionnés, bien évidemment. Donc, dans ce domaine, certains experts militaires, certains experts du domaine de l'eau ont essayé de poser le sujet et surtout de se rappeler de ce que, entre guillemets, nos grands anciens ont vécu. Alors nos grands anciens, c'était il y a moins de 30 ans, mais on oublie très vite, vu la multiplicité des conflits. C'était tempête du désert. En 1991, janvier 91, Saddam Hussein avait provoqué volontairement une marée noire qui avait menacé l'alimentation en eau de l'Arabie Saoudite et de Bahreïn, puisque 4 stations de dessalement avaient fermé devant cette possible propagation. Et en plus, effectivement, on avait eu
une conduite souterraine qui avait occasionné 3 millions de barils de pétrole brut dans cette mer d'Arabie. Donc vous voyez que ce n'est pas une vue de l'esprit, que malheureusement ça peut arriver. Et aujourd'hui, on est sur des États, notamment ces États membres du Conseil de coopération du Golfe, qui disposent de vraiment très très peu de réserves et qui se doivent absolument de penser marée noire, de penser rupture majeure d'interdépendance électrique, d'interdépendance de télécommunications. Et là, on voit aujourd'hui toute la problématique qu'il y a autour de la sûreté et de la cybersécurité de nos systèmes de command and control. Et je pense que dans ce domaine, l'informatique de gestion qui subit des cyberattaques depuis un certain nombre d'années est bien en avance par rapport à l'informatique industrielle. On est très en retard en matière de sûreté des systèmes de command and control de nos usines de manière générale, que ça soit dans le domaine de l'électricité, mais également dans le domaine de l'eau. Donc il y a un gros effort dans ce domaine à faire. Et puis surtout, il y a de l'hydrosolidarité à créer. L'hydrosolidarité, ça doit s'exprimer pour prévenir des catastrophes majeures. Alors ça s'exprime par exemple en mer d'Arabie ou ça s'exprime en mer Méditerranée pour lutter contre des pollutions. Et ça, on apprend qu'à force de se tromper, donc on apprend des grands désastres et la France est bien placée pour le savoir dans ce domaine. Mais en termes d'infrastructure en eau, je crois très sincèrement qu'on doit pouvoir énormément progresser en matière d'ultime secours, sur des principes de solidarité régionale et en matière d'infrastructure de sécurité. Et j'en veux pour preuve que le plus bel exemple qui soit, pour pouvoir répondre à ces situations de crise que pourraient connaître des stations de dessalement en mer d'Arabie ou alors également en mer Rouge, c'est cette ossature qui doit pouvoir se créer sur le mode de l'électricité. Vous savez, on parle souvent de power grid au niveau électrique. Bon, il manque des water grids régionaux qui soient effectivement des conduites qui puissent prendre le relais d'infrastructures nationales quand malheureusement il n'y a plus rien dans ces infrastructures nationales. Parce qu'il y a une action malveillante à caractère criminel ou terroriste, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il y a eu un accident industriel, une pollution majeure. Et donc, moi, je ne saurais que pousser à cette coopération régionale dans ce domaine. Il est question d'un water grid qui pourrait relier Oman à partir de 2 stations de dessalement d'Oman, la station de Sohar et la station d'Al Ashkara, et qui pourrait remonter jusqu'à l'Arabie Saoudite en traversant par des conduites absolument énormes, puisqu'on parle de conduites aux alentours de 2000 mm, 2000 km de tuyaux enterrés. Et je crois beaucoup personnellement à l'avenir de ces grandes water transmission lines, donc ces grandes infrastructures telles qu'elles alimentent d'ores et déjà l'Arabie Saoudite. Une ville comme Riyad dépend à 60% pour son alimentation en eau du dessalement qui vient de la côte Est. Et c'est sur des centaines de kilomètres, à travers 3 grandes lignes majeures, avec des dizaines de stations de pompage, avec des principes de sécurité qui font que cette ville de Riyad est alimentée en eau. Même chose aujourd'hui pour Amman, ville qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Amman, la Jordanie, a une longue tradition d'accueil de réfugiés, et malheureusement la crise syrienne, et avant elle, la crise irakienne a eu pour incidence l'accueil de pauvres gens, mais pour conséquence, une consommation en eau décuplée. Et aujourd'hui, pour alimenter Amman, comme chacun le sait, depuis 2013, c'est ce canal Dizi-Amman qui, sur 350 km, permet de transporter une eau qui est pompée dans les nappes souterraines, la nappe de Dizi, la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, et qui est traitée, qui est stockée. Donc ça, voilà typiquement une infrastructure qui doit nous permettre de résoudre le problème. Et sur ces zones particulièrement sensibles, moi je crois aussi beaucoup au stockage stratégique. Si le Qatar veut passer de 2 jours à 7 jours, c'est possible grâce à son programme de méga réservoirs. Des milliards de dollars sont investis aujourd'hui pour le Qatar pour stocker en dur de l'eau traitée de ces stations de dessalement. Même chose pour les Émirats. À terme, même chose pour certaines villes d'Arabie Saoudite. Alors, c'est du stockage, entre guillemets, classique, ces grands réservoirs stratégiques, qui peuvent être partagés, d'ailleurs, du reste régionalement. Ça serait des beaux signes d'hydrosolidarité. Mais on a aussi le stockage artificiel des nappes, la recharge artificielle des nappes, où là, on voit beaucoup de progrès se faire, notamment à l'initiative des Émirats arabes unis, qui ont la volonté, aujourd'hui, de rendre prisonnières 26 millions de mètres cubes d'eau venant du dessalement, et qui permettrait, là aussi, de créer des stocks tampons le jour où on a des problèmes sur les stations de dessalement. Parce que le dessalement a fait d'énormes progrès, je suis très confiant dans
les progrès encore possibles du dessalement et de la réutilisation des eaux usées sur cette zone. Le seul bémol que je mets, c'est que dans le monde incertain dans lequel nous vivons, où tout malheureusement est possible, où tous les tabous sont en train de voler en éclats, on peut avoir des actions particulièrement malveillantes et très lourdes de conséquences sur l'alimentation en eau de ces zones géographiques. Et donc il faut s'y préparer par ces principes d'hydrosolidarité et par ces principes de stockage. Voilà, c'est ce que je voulais pouvoir vous dire en fin d'après-midi, et je pense avoir tenu les 10 minutes. Oui, exactement.